Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette dernière journée de live, l'événement digital Canon, le 8e dans dans une série de 10. Donc c'est la dernière journée, vous aurez encore 2 autres lives cet après-midi, donc un à 15 h et un autre à 17 h. Donc je suis ravi aujourd'hui de recevoir Maxime Aliaga. Donc je vais vous énumérer un peu son parcours. Il va se présenter et on est en compagnie aussi de Claire-Anne de Villard, qui est notre directrice marketing chez Canon France. Donc elle aura tout le loisir de s'exprimer et de poser des questions également à Maxime pendant toute la durée de ce live. Je voulais simplement vous rappeler les raisons pour lesquelles Canon a réalisé et a voulu faire un événement digital autour de la photo animalière. La raison première, elle est assez simple, c'est que le festival aurait dû avoir lieu de jeudi à aujourd'hui, le festival de la photo animalière de Montier, donc, qui est un festival international de photographie dédié à la nature et dédié à la photo animalière en règle générale. Il est situé dans la région Grand Est, donc sur la commune de Montier-en-Der, à proximité du lac du Der. Et voilà, normalement, aujourd'hui, dimanche matin, nous aurions dû nous retrouver au gymnase de Giffaumont avec l'ensemble des photographes amateurs de photo animalière. Donc, je vous remercie déjà pour votre présence, parce que venir un matin à 11 h du matin, peut-être que tout le monde n'est pas à même de pouvoir le faire. Voilà. Et puis surtout, vous dire que les 7 précédents lives sont disponibles sur les chaînes de Facebook Canon France. Vous pouvez les retrouver également sur les chaînes YouTube de Canon France et de Canon Europe. Et généralement, il y a aussi d'autres pages qui sont possibles d'être visualisées sur le site de Canon France, à savoir, il y a une rétrospective des précédentes éditions du Festival de Montier avec 18 expositions photographiques, donc avec des photographes de renom. Et vous retrouverez également 4 avant-premières du festival photo qui aura lieu cette fois-ci en 2021, sachant que celui-ci a été annulé. Je remercie l'AFPAN, qui est l'association qui organise le festival, notamment Régis Fournel, Maude Potier et Christophe Pereira, qui ont accepté volontiers de créer ce type d'événement. Et on les remercie beaucoup. Voilà. On va peut-être commencer, Maxime, par te présenter. Tout d'abord, moi je suis ravi de recevoir Maxime parce qu'on le connaît depuis maintenant quelques années. On t'a vu arriver, tu étais tout jeune devant le stand Canon, à nous montrer tes photos et puis à poser pas mal de questions sur le matériel. Bon, depuis, il y a eu un parcours assez important d'effectuer. Cette année de confinement t'aura permis aussi de créer notamment ton livre Pongo. Donc, bon, voilà, un confinement, c'est toujours compliqué, mais au moins, ça t'a permis de finaliser ce livre. Donc, je vais te laisser peut-être te présenter. Et surtout, ce que je voudrais dire à propos de Maxime, et ça, c'est extrêmement important, Maxime, en quelques années, eh bien, a eu, notamment l'année dernière, le privilège d'obtenir le grand prix du concours du Festival de Montier-en-Der 2019, avec une photo d'orang-outan que vous devez peut-être voir à l'écran. Et nous, on est ravis parce que forcément, on l'a vu grandir, Mathieu, avec nous. Et voilà, il continue son petit bonhomme de chemin. Et il revient de Tanzanie, je crois. Tu reviens il y a quelques jours de Tanzanie, c'est cela? Ouais. Donc je te laisse la parole, si tu veux bien juste nous dire ton histoire un peu avec la marque, ton histoire aussi avec le festival. Et puis après, on passera peut-être sur la partie de ton reportage sur les orang-outans. Écoute, merci beaucoup, merci à tous. Je suis vraiment ravi, encore une fois, d'être avec vous. Comme tu l'as dit, déjà le festival de Montier-en-Der, pour tous les photographes animaliers comme moi et plein d'autres, professionnels ou amateurs, c'est vraiment un événement qui nous fait rêver, qui nous inspire beaucoup. Donc tout ce côté de voir toutes ces belles images, les rencontres, de vous rencontrer, tout ça. Rencontrer les autres photographes. Les autres photographes, bien évidemment. Et donc oui, pour moi, comme pour beaucoup, c'est une saveur particulière parce que la première fois que j'y suis allé, c'était en 2013, si je me souviens bien. Et justement, à cette époque-là, vous m'aviez invité pour faire ma toute première conférence donc sur le stand Canon. Donc encore, le stress est toujours là, comme vous pouvez le voir. On ne s'y habitue pas trop.
Mais en tout cas, voilà, ça m'avait vraiment motivé à continuer dans cette voie-là, ça m'avait encouragé. Et je trouve ça vraiment chouette quoi, de votre part, quoi, de la marque Canon, d'encourager comme ça les jeunes photographes parce que c'est pas anodin en fait, quoi. Ça nous motive vraiment, puis ça nous aide aussi avec parfois le prix de matériel, tout ça. Donc moi voilà, ça m'avait chargé à bloc et puis du coup après j'ai continué. Et l'année dernière, l'édition de 2009 a vraiment eu une... 2019, pardon. Ça y est. C'était vraiment une année particulière pour moi parce que d'une part, il y avait Tim Laman comme parrain de l'édition, qui est un photographe que j'admire énormément. Avec l'affiche, c'est une photo de lui là, avec cet orang-outan qui a gagné le Wildlife Photographer of the Year. Et donc moi, j'avais le privilège d'exposer dans un super endroit au chapiteau ma nouvelle exposition sur les orang-outans. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, j'ai gagné le Grand Prix du festival, quoi. Donc ça a été vraiment extraordinaire, quoi. J'en revenais pas. Et surtout aussi pour le concours, parce que moi, je suis pas trop habitué à ce genre d'exercice. Et du coup, donc, j'étais vraiment fier d'avoir pu contribuer à amener les orang-outans sur le devant de la scène grâce au festival. Et c'était vraiment un très grand moment pour moi et j'espère pour les orang-outans et pour les gens aussi. Est-ce que c'était la première fois que tu concourais pour le concours de Montier? C'était pas la première fois, mais je le fais pas tout le temps en fait, quoi. Moi, je me considère pas comme un photographe de concours entre guillemets où c'est vraiment j'essaye de traiter des sujets en fait et des fois il y a des photos qui sortent du lot. Et là, encore une fois, voilà, c'était l'occasion de pouvoir parler de cette espèce qui est en danger d'extinction. Et de faire découvrir en fait tout cela. Et voilà, et donc c'était vraiment génial. Et à ce titre encore, je remercie tout le festival, tous les bénévoles, les volontaires. C'est vraiment un endroit super quoi, pour nous. Et j'invite tous les gens qui ne connaissent pas à venir le découvrir l'année prochaine parce que qu'on vienne de tous bords, de la photo, de l'animalier ou même sans ça, on en prend plein les yeux, quoi. C'est du rêve à chaque coin d'exposition, quoi. Ouais. Donc et le fait de voir les images sur du papier, ça change aussi. Hein. Ah aussi, ouais, ça c'est vraiment chouette. Surtout en tant que photographe, c'est pas évident de monter des expositions, ça coûte un peu d'argent, tout ça. Donc quand on arrive un peu à faire tout ça et puis de voir son travail comme ça imprimé sur du beau papier, là, c'est vraiment chouette, quoi. Et puis ça donne une autre dimension aussi aux images, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, là on voit une photo avec une tortue, est-ce que tu peux nous expliquer le type de photo que tu prends, pourquoi est-ce que tu es arrivé à prendre ce type de photo peut-être, quel est ton environnement, et puis après on ira plus spécifiquement sur un de tes sujets vraiment privilégiés. Ouais, justement c'est pour ça que j'ai mis un peu, il y a une ou deux photos comme ça, c'était pour montrer qu'en fait moi mon travail il ne s'inscrit pas dans une démarche, une quête juste d'une seule image. Donc en fait, avant de commencer la photo, j'ai fait des études de naturaliste. Et donc suite à ça, je suis parti sur le terrain pendant 4-5 ans et j'étais assistant de terrain pour des études scientifiques. Donc notamment là, c'était aux Seychelles où on étudiait les tortues qui venaient pondre sur les îles. J'ai travaillé énormément aussi sur les oiseaux, sur différentes espèces comme ça. Et en fait, la photo, pour moi, elle est venue comme ça, pour témoigner du travail que ces gens faisaient. En plus, j'avais le privilège d'être toujours dans des endroits magnifiques, avec une nature sauvage resplendissante. Donc, c'est devenu pour moi important de partager ça. Et la photographie s'est imposée à moi comme ça, en fait. Et donc, j'ai travaillé après dans ce sens pour retranscrire au mieux ces émotions, la beauté de la nature, les enjeux de conservation de certaines espèces, en fait, quoi. Et donc voilà, et maintenant c'est vraiment mon leitmotiv en fait, quoi. C'est de faire des reportages comme ça, de parler de certaines espèces en danger, mais aussi de leurs protecteurs un peu. Moi en gros, je ne suis pas un grand scientifique, je ne suis pas comme Sabrina ou encore Arnaud, tout ça. Je ne suis pas non plus peut-être le meilleur photographe, mais j'essaye d'être à la croisée des mondes en fait, et d'essayer de transmettre, de partager un peu toutes ces expériences que je vis en tant que témoin privilégié en fait, de la nature, quoi. C'est vraiment voilà, c'est ce qui me motive dans mon travail aujourd'hui, quoi. En général, tes choix de destination sont liés justement aux espèces. Exactement, en fait je choisis jamais, hein, on va dire, quoi. C'est souvent, il y a des projets qui m'intéressent ou des gens qui me contactent et du coup je vais les voir et je vais travailler avec eux en fait, quoi. Donc historiquement, tu peux nous dire comment tu es venu à travailler sur les orang-outans ?
Ben voilà, ben suite en fait à tout ce travail sur les espèces sauvages, à un moment donné, la photo donc a pris le dessus. Donc je n'ai plus l'entrée maintenant du monde scientifique en tant qu'assistant de terrain. Maintenant, je suis plus comme un photographe-reporter qui va faire un reportage. Et cette espèce m'a toujours passionné, fasciné en fait. Et donc j'avais cette intuition en moi. Et donc ça a mis plusieurs années pour entrer en contact avec les bonnes ONG qui s'occupent de leur protection. Et donc, j'ai eu des contacts sur l'île de Sumatra et je suis parti documenter le travail d'une association qui protège les orang-outans de Sumatra. Et ça a duré plusieurs années, en fait, quoi. Tous les ans, je retournais avec eux pour travailler un aspect de ce qu'ils font, que ce soit les centres de quarantaine ou l'étude des orang-outans sauvages, tout ça. Et voilà, et puis c'est la passion est née, et puis aussi la nécessité de communiquer sur cette espèce, parce que là encore une fois, on en reparlera, mais il y a un petit peu, il y a urgence comme pour beaucoup d'espèces, donc. On va le voir d'ailleurs dans ton reportage. Ouais, voilà, ouais. Et puis aussi le challenge personnel, quoi. C'est-à-dire que des fois, il y a des espèces que beaucoup de gens connaissent, comme ça, on connaît tous les orang-outans. Mais au final, on ne sait pas plus, quoi. On sait que c'est un gros singe orange qui vit là-bas en Asie. Mon cas, mais, en regardant ton reportage, ça a été mon cas. J'ai appris des choses. C'est ça. Et en plus aussi, il y a, comme pour d'autres espèces, des fois, c'est pas évident en fait à les prendre en photo. Donc là aussi, il y a à se dire, bon, est-ce que j'en suis capable? On va voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quoi. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu plus sur cette photo? C'est une des photos que tu as fait au début, on va dire, de tes voyages, ou est-ce que c'est... Non, ça c'était pour faire le lien justement entre tout ce travail de science et de conservation et avec les orang-outans. Et justement, cette photo, elle symbolise bien ça, en fait, quoi, le petit orang-outan et sa soigneuse qui est là pour l'aider, en fait, quoi. C'est le lien, en fait, entre les humains et le monde sauvage. On fait tellement de mal à la planète par nos modes de vie exacerbés, tout ça, que c'est bien qu'on puisse leur redonner un peu, essayer d'atténuer un peu tout ça et pourquoi pas sauver des individus, quoi. Moi, j'ai un premier message de Prisca Pellerin qui dit que ton prix de l'année dernière est amplement mérité et que son prochain cadeau de Noël sera ton livre. Ah ben c'est cool. Donc, voilà. Merci Priscilla. Ouais, c'est vraiment chouette. Non, mais en plus, voilà, ce que j'ai adoré à ce Montier, plus que le prix, tout ça, c'est vraiment l'échange avec les gens. Et via l'exposition que j'avais faite, je me suis rendu compte comment le public était touché par cette cause, en fait, quoi. Et ça m'a vraiment... ça motive, en fait, puisqu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, que les gens sont sensibles. Et même eux, il y a un écho entre tout le monde et ça crée des effervescences. Et pourquoi pas pour le futur, je pense que c'est ça qui fera la différence. Parce qu'en fait, tout seul, on ne fait rien. Il n'y a qu'ensemble qu'on arrivera à faire de belles choses, quoi. Est-ce que tu penses que les gens sont plus sensibles au fait que ce soit des orang-outans qui nous ressemblent davantage par rapport à d'autres espèces qui sont menacées? Malheureusement, je le pense. Oui. Ouais. Enfin, je dis malheureusement ou heureusement pour les orang-outans, mais c'est vrai que les gens sont plus touchés par des espèces qui nous ressemblent que par une espèce d'insecte ou de je ne sais quel autre animal qui vit loin, qu'on ne connaît pas et qui n'est pas forcément proche de nous, en fait, quoi. Mais malgré tout, ça ne change rien parce que les orang-outans restent en danger critique d'extinction, ça continue de plus belle et on a beau être touché, être très proche d'eux, ils restent au bord de l'extinction. Donc, ouais. Tu vas du coup parfois aux mêmes endroits, voir les mêmes associations, mais tu voyages aussi Bornéo, Sumatra. Il y a vraiment, on va dire, beaucoup d'endroits où tu es allé. Et dans ce que tu as vu, tu as pu voir des choses très différentes, où finalement tu vois un petit peu les mêmes histoires avec ces associations. Alors, ou ces organisations. moi j'ai beaucoup travaillé à Sumatra, après j'en connais à Bornéo. Et chacune, en fait, souvent, ils s'adaptent aux enjeux du territoire. Et malgré qu'on soit en Indonésie, sur la problématique de l'orang-outan, on va dire, les territoires sont différents, les coutumes aussi des gens sont différentes. Et donc, ils ont des actions aussi différentes. Donc, ça change pas mal, en fait, quoi. Ça se complète souvent, quoi, en fait, quoi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu toutes ces actions qui sont menées. Et puis des fois, prendre une action d'ici, pouvoir peut-être la transposer là-bas. Et donc, voilà, quoi. C'est comme ça.
Alors, il y a un super commentaire là. Changer, là, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme C'est image. une façon de s'exprimer à la Vincent Munier. C'est un beau témoignage. Ah bah oui, en Hein effet. Donc Vincent qu'on salue et Évidemment. qui est un acteur important au sein de Montier. Ah oui, oui, Vincent, bah, c'est un peu notre idole à tous, en fait. Quoi. Ouais. Justement, de la qualité de son travail photographique, mais aussi cette humilité qu'il a par rapport à son approche de la nature et dans son message. Et c'est vrai qu'il nous inspire tous, quoi. Donc c'est chouette, quoi. On continue sur les... Ainsi que les personnes qui se battent au quotidien pour essayer de conserver ce qui nous reste. J'ai décidé de m'intéresser depuis quelques années aux orang-outans qui sont en danger critique d'extinction. Ils sont vraiment magnifiques à observer, leur regard, leur mimique, leur façon de bouger. On a l'impression de se retrouver dans le passé ou de retrouver un petit peu nos racines. C'est vraiment un animal qui m'a vraiment touché et c'est aussi pourquoi j'ai envie de me battre pour lui. Pour essayer de le protéger et de le conserver. Ces espèces-là qui vivent de manière libre et sauvage, c'est quelque chose de simple et à la fois tellement important. Et moi, je ne suis qu'en fait un messager, un passeur d'émotions, d'énergie. Et c'est là tout l'intérêt de mon travail. Donc, Maxime, on a vu un peu les conditions dans lesquelles tu travaillais. C'est assez difficile de circuler au travers de cette végétation, je suppose. Voilà, c'est ça, c'était un peu l'idée de montrer cette vidéo, parce qu'on on voit les photos, on nous voit là comme ça, mais on nous voit rarement sur le terrain en fait. Et notamment, les orang-outans vivent dans la forêt tropicale humide. Et donc on voit que c'est difficile d'accéder, de marcher. En plus, il n'y en a pas beaucoup, comme je disais, des orang-outans. Donc c'est tout un challenge vraiment pour les prendre en photo. Et aussi le matériel qui est super important. Et comme on voit, là, on est dans une approche différente de l'Afrique où on est en 4x4 et on peut avoir des très gros objectifs. Là, on marche toute la journée, on voit avec un gros sac. Bon, il fait souvent entre 14 et 16 kilos, ce qui est déjà pas mal. Voilà, il y a l'humidité. Et donc c'est vrai que pour le coup, je privilégie des optiques. Moi, je travaille beaucoup avec le 100-400 par exemple, que j'adore, là, le nouveau, parce qu'il me permet d'être très mobile et d'avoir une polyvalence vraiment de focale. Parce que l'orang-outan, vu qu'il est gros, des fois, s'il est près, à 400, on est trop près, donc on peut recadrer tout ça. Et encore une fois, c'est la mobilité, quoi, parce que j'ai vu... Là, on pourrait avancer avec un trépied, des gros objectifs, mais le temps de se caler, l'orang-outan a déjà bougé, quoi, en fait, peut-être. Donc voilà, la mobilité, pour moi, c'est important d'être réactif. Et en ça, le matériel m'aide beaucoup, quoi. Et voilà, quoi. Et puis le côté tropicalisé, tout ça, j'ai jamais eu de soucis, en fait. J'en prends soin, bien évidemment. Tu as des petits trucs pour mieux protéger, pour en prendre soin? Parce que tu pars plusieurs jours parfois en bivouac ou autre, ou est-ce qu'à chaque fois vous revenez comment? Ah ouais, non, des fois c'est des immersions de 2-3 semaines dans la forêt, quoi. Donc en général, je mets des boules de silicate un peu là, je récupère ça, des trucs de vêtements, et je mets ça dans un collant, j'ai quelques boules. Et puis, ça, c'est pour éviter l'humidité voilà. dans le sac photo, en fait. Exactement, ça. Et puis, avoir un bon sac photo, c'est important parce que il va protéger notre matériel. Et puis, en plus, on l'a sur le dos toute la journée. Donc, ça, c'est un outil très important aussi. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement lorsque je te vois partir comme ça en expédition, c'est que souvent, tu maîtrises parfaitement les réseaux sociaux et tu mets des petites vidéos, des conditions dans lesquelles tu progresses dans la jungle. Et ça m'a beaucoup amusé quand je te voyais marcher sur des petites planches. J'ai vu ça sur un de tes reportages. Et ça permet de se projeter et de voir les conditions dans lesquelles tu travailles. Ouais, c'est sympa. Pareil, j'ai toujours plein de bons retours, comme tu me dis là, parce que en fait, ça permet d'embarquer les gens avec moi, de leur montrer, de partager ça. Et j'ai remarqué qu'ils aiment bien. Enfin voilà, c'est super sympa, parce qu'on se rend compte, en fait.
Et on vit la photo différemment quand on voit aussi Voilà, l'envers du c'est décor ça. et qu'on comprend la démarche qui a été faite pour y Ouais. accéder. Et que du coup, tu peux partager finalement au grand Voilà, nombre ouais. quelque chose qu'on ne pourrait pas chacun voir. Et de Mhm. toute façon, ça bousillerait sans doute Exact. encore plus. Mais du coup, de partager comme ça permet d'avoir ce supplément. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, bon, je suis pas un expert, je fais ça de manière spontanée comme ça, mais voilà, c'est sympa, ça marche, quoi. Alors là, on voit justement un petit slide Voilà, alors qui là, regroupe l'ensemble des espèces. donc là, l'idée, et donc voilà, quoi, et on est connecté aux orang-outans, et des fois, moi, je trouve ça assez intéressant de se dire, bon, ben voilà, une des espèces les plus proches de nous est en train de disparaître. Je trouve que c'est quand même un message assez fort, en fait, de se dire Terrible. qu'il va peut-être se passer des choses, quoi, si on continue comme ça. Et donc voilà, pour moi, voilà, l'orang-outan, c'est un ambassadeur de cette vie comme ça, sauvage, de nos racines, en fait, si tu veux, qu'on a pu vivre auparavant, quoi. Il n'y en a qu'un qui a des lunettes de soleil. Oui, ben voilà, après, avec nos artifices, tout ça. Moi, j'ai hésité à me mettre tout nu, mais... Et donc voilà, l'orang-outan, moi, c'est une espèce qui me touche énormément, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, parce que voilà, il y a cette force dans le regard qui nous interpelle, en fait, tu vois. On l'appelle le penseur de la forêt, souvent dans des bouquins, ou The Tinker of the Forest en anglais. Et on voit vraiment dans ce regard qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, quoi. À chaque fois, on pourrait se dire, mais à quoi il pense, quoi, vraiment. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu mets pour atteindre ces lieux de prise de vue et parfois, tu ne dois peut-être même pas les rencontrer parce qu'ils sont pas présents, ils sont peut-être ailleurs. Ah oui, oui, là, bah, c'est des heures de marche. C'est arriver à des camps dans la forêt. Et puis, c'est parcourir des transects, des chemins. Et voilà, et rechercher des indices. Et puis, parfois, on en trouve. Et ce qui est bien, les orang-outans, c'est quand on en trouve un, après, on peut le suivre pendant plusieurs jours parce qu'il ne se déplace pas très vite. Donc, ça nous permet de le... Parce que vu qu'on a tellement galéré à en trouver un, en fait, ben voilà. Par contre, on n'insiste pas, notamment les scientifiques qui les étudient toute la journée, toute l'année même. Au bout de 10-15 jours, après, ils passent à un autre orang-outan, tout ça. D'accord. Mais ils sont habitués à nous. Ou même certains, ils n'ont jamais vu d'humains. Mais vu qu'on ne vit pas sur la même strate, en fait, eux vivent que dans les arbres. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'interaction, si tu veux, qui soit... Ils descendent jamais à terre. Pas les orang-outans de Sumatra. Bornéo un petit peu, mais on en reparlera si tu veux. Après. D'accord. Et donc ils regardent, ils ont tout de suite conscience de la présence humaine, ils réagissent... Ça, ou ils ne nous calculent pas. Ouais, Des y a fois, pas de... ils continuent leur vie. En fait, c'est comme nous, en fait. Chacun a son caractère. Donc, c'est des individus. Il y en a qui vont être curieux, il y en a qui vont être farouches, d'autres timides, peureux. Et donc, ça dépend, en fait, quoi, vraiment. Et juste, bon, la photo précédente, moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, justement, je parlais de regard. Et ça, notamment, c'est une maman qui regarde son petit orang-outan, donc qui a un certain âge, qui commence à se débrouiller tout seul dans l'arbre. Et donc là, elle est passée entre deux branches. Là, c'était un petit peu périlleux. Et là, lui, il galère un peu à la rejoindre. Et on voit son regard bienveillant, mais un peu inquiet. Enfin, il y a vraiment une puissance là-dedans. Et j'adore cette photo par rapport à ça. Et aussi, tout en sachant que c'est très difficile, parce que là, comme je disais, ils sont dans les arbres, très haut. Et donc, il faut trouver des fenêtres, en fait, pour arriver à les prendre en photo, quoi. Ouais. Donc, il faut se déplacer, tout ça. C'est ce qu'expliquait Jean-Michel hier, justement. Il faisait dans les Voilà. feuillages, il faisait des petits trous pour essayer d'attraper... Exactement. Des fois, en fait, il n'y a pas 36 solutions, quoi. La photo, tu peux la prendre que de ce buisson entre ces feuilles, quoi. Ouais. Après, c'est pas tu as possible. beau tourner... ou sinon, des fois, l'orang-outan, il est en haut, puis tu dois traverser une rivière pour aller trouver un point de vue, etc., quoi. Alors ça, justement, ça c'est extrêmement Ouais. important parce que ça situe où se trouvent les espèces. Exactement. Alors là, c'est dommage, le slide n'a pas très bien marché, parce qu'il y avait la photo des orang-outans. Ah oui, voilà, c'est super, pardon. Et donc voilà, alors pour situer un peu, les orang-outans, ils ne vivent qu'en Indonésie et en Malaisie, donc sur l'île de Sumatra et de Bornéo. Donc avant, dans des temps plus anciens, ils se répartissaient du sud de l'Himalaya jusqu'à un peu toute l'Asie du Sud-Est. Et donc aujourd'hui, il n'en reste que là-bas. Et donc il y a 3 espèces. En fait, il y a l'orang-outan de Sumatra qui vit sur le nord de Sumatra, donc avec, on estime 14 000 individus. Ensuite, il y a l'orang-outan de Bornéo que sur l'île de Bornéo avec 100 000 individus.
et le petit nouveau, l'orang-outan de Tapanuli, avec 800 individus. Tu dis le petit nouveau parce que... Et ouais, ben on peut... donc par rapport à la répartition, ouais, donc vous voyez, c'est quand même très, très restreint en fait, quoi. Ouais. Pourquoi le petit nouveau? Alors le petit nouveau, ouais, on peut passer au slide d'après si tu veux. Ah non, ouais, ça c'était pas encore... Ben, en fait, voilà, en tout cas, les 3 espèces d'orang-outans sont en danger critique d'extinction en fait, quoi. C'est le plus haut statut au niveau de la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN qui classe les espèces. Et donc voilà, les 3 espèces sont en danger critique d'extinction. Ils sont braconnés. Ben, on reviendra tout à l'heure sur les causes, Oui. mais il y a la déforestation, la chasse, le braconnage, il y a plein de facteurs qui font que... Et puis la réduction de l'habitat. Ben, en tout cas, voilà, quand on voit les petits points... Et donc au slide prochain, on va voir justement le petit nouveau dont tu parlais, c'est donc l'orang-outan de Tapanuli. Et donc là, c'est une histoire assez folle parce qu'en fait, c'est une espèce qui a été officialisée comme nouvelle espèce en 2017. Donc très récemment. Il y a 3 ans. Quoi. Ouais. Jusque-là, on sait qu'il n'y avait que 2 espèces d'orang-outans. Et là, ils se sont aperçus que cet orang-outan-là, dont il reste seulement 300 individus, était une nouvelle espèce. En fait, ils pensaient que c'était un orang-outan de Sumatra. Mais ils sont très isolés géographiquement, il y a un volcan entre deux, tout ça. Et donc, avec un long process d'études, ils se sont rendus compte que l'ADN était différent, que la morphologie était différente, même les habitudes, le mode de vie était différent. Et en ce qui me concerne, moi, c'était assez fou parce qu'en fait, la première fois que je suis arrivé pour travailler avec l'association, celle-ci m'a dit, en fait, écoute Maxime, voilà, il y a cet orang-outan de Tapanuli, c'est acté, on va annoncer la nouvelle au monde scientifique fin novembre, par contre, on n'a pas d'image. Et du coup, c'était une opportunité pour moi, en fait, quoi. Donc, je suis parti dans ces forêts à la recherche de cet orang-outan-là pour le photographier et pour le montrer au monde, le présenter au monde, en fait, quoi. Et c'est, alors, pas cette photo-là, mais la photo précédente, c'est ça qui est... Ouais, voilà, notamment, et même celle celle d'avant. Enfin, les photos, après, ont servi à imager... C'est celle-ci qui a servi un peu à imager. Ouais, voilà. Ça, c'était une que j'ai faite lors de ma première mission. Par contre, comme vous pouvez l'imaginer, un orang-outan qu'on vient de découvrir, dont on n'a pas d'image, c'est pas pour rien, quoi. C'est que c'est pas facile, en fait, quoi. C'est qu'ils vivent loin, dans des forêts reculées, qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'était un gros challenge, en fait, et je suis content de l'avoir relevé. Alors, j'ai pas fait énormément de photos, hein. Sur 10 jours, j'ai dû faire peut-être 40, 50 photos, ce qui n'est pas énorme, hein. Mais voilà, on a pu faire quelques images et pouvoir présenter cet orang-outan de Tapanuli au monde entier, quoi. Et cette espèce vit en groupe où ils vivent Alors non, ils vivent solitaires, pareil, mais par contre, ils vivent que dans une forêt, la forêt de Batang Toru, je crois que c'est le slide prochain. Le prochain slide, voilà, ouais. Et donc, c'est un massif forestier qui est au sud du lac Toba, au nord de Sumatra. Et en fait, il reste 800 individus donc, de ces orang-outans et qui ne vivent que là, en fait, quoi. Et donc, c'est vraiment pas beaucoup. La forêt, elle est pas énorme, elle est séparée entre 2 blocs. Et le problème, c'est que donc 800, c'est pas beaucoup. Et en plus, comme on va voir au prochain slide... Alors ça, c'est une super photo de milieu, hein. Ouais, de la rivière, là, c'était joli, quoi. Et donc, pour revenir, voilà, ils sont en train de construire un barrage gigantesque en plein milieu du seul habitat de l'espèce de grand singe la plus rare au monde, quoi. Donc, on voit des fois les aberrations du monde moderne. Voilà, même si c'est nos cousins les plus proches, on s'en fout, quoi. On va quand même construire le barrage là-bas. Alors après, c'est des raisons économiques, financières qui me dépassent forcément, mais ça fait rager parce que c'est un milieu magnifique avec cette espèce qui est là, qui est ambassadrice un peu de tout ça et que malgré tout, ça les met encore plus en danger, en fait, quoi. Tu penses que le barrage peut effectivement les gêner dans leur quotidien, dans leur vie? Ah, c'est clair, ça va créer des frontières physiques. D'ailleurs, le projet a commencé, en fait. Il y a eu plein de militants qui se sont manifestés, tout ça. Il y a eu plein de pétitions, plein de choses. Et là, la forêt a été coupée, ils ont commencé à construire le barrage. Donc, en gros, presque on ne peut plus rien faire, d'une certaine manière. Après, l'idée, ça va être de trouver des mesures compensatoires en créant des corridors à certains endroits ou en ajoutant des patchs de forêt. Enfin, on va essayer de limiter la casse,
Mais en soi, ça va faire péricliter encore un peu plus cette espèce, quoi. Ouais. Et donc encore un tapanuli. Et donc ce qui est marrant, voilà, avec les orang-outans, on en parlait tout à l'heure et ça t'avait étonné, Oui, ouais. c'est que donc voilà, c'est le plus grand mammifère arboricole au monde en fait, quoi. Et donc les orang-outans de Sumatra notamment, ils ne descendent jamais au sol, quoi. Enfin vraiment quasiment jamais, quoi. Et en fait ça c'est dû au fait que sur Sumatra il y a des prédateurs, il reste encore le tigre de Sumatra, pas beaucoup malheureusement mais il y en a. Et donc, les orang-outans passent leur vie dans les arbres, quoi. Et c'est marrant aussi, moi, ça m'a beaucoup touché de voir cet hominoïde, un peu comme nous, notre ancêtre, et qui arrive à vivre dans les arbres. Il passe sa vie, il naît dans les arbres, il mange dans les arbres, il dort dans les arbres. Et c'est fou, quoi. Et surtout qu'en plus, c'est un gros animal, donc le plus gros mammifère arboricole. Et lui, il ne fait pas comme les autres singes, il ne va pas faire des grands sauts comme le gibbon, tout ça. Donc, il a une allure pataude comme ça, mais en fait, il connaît bien les arbres, tu vois, la flexibilité, tout ça. Donc, il arrive à se balancer. Et il a une agilité au final qui est remarquable, quoi. Et justement, en parlant de sa morphologie, il représente quelle taille, quel poids à peu près? Bah, un orang-outan mâle comme ça peut faire 1,50 m de hauteur et ça peut peser dans les 100 kg. Oui, quand même. Ouais. Et comment tu les trouves du coup? Comment on sait où ils sont, s'il n'y a pas de traces, ou en tout cas pas au sol? C'est pas évident, quoi. En fait, il faut mettre en avant beaucoup de sens et notamment l'ouïe aussi, en fait, quoi. Donc on va marcher dans la forêt. Donc là, on voit une boule orange dans un arbre. Donc ça, déjà, bon, on pourrait le voir comme ça. Et encore, s'il bouge pas, des fois, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'arbres et puis nous, on est en bas, donc on a la vue un petit peu bouchée. Et des fois, ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est quand ils se déplacent. Parce que vu qu'ils sont assez lourds aussi, on entend les branches craquer, tout ça. C'est pour ça que des fois, on se fait souvent des fausses joies avec le vent. On entend le vent dans les feuilles, on fait « Oh, orang-outan !» Mais en fait, il n'y a pas, quoi. Et si on revient à la photo précédente, c'est très drôle. on vit sur deux plans différents, quoi. Eux, ils sont dans les arbres, moi, je suis au sol. Et là, tu attends quoi? Tu attends qu'ils bougent? Tu attends que... Voilà, parce qu'en fait, les orang-outans aussi, ils passent beaucoup de temps à manger. Et là, comme on a vu la photo d'avant, il est dans l'arbre, il mange, il est imposant, donc il a besoin de beaucoup d'énergie. Là, il va manger des petits pignons du fruit de cet arbre, donc il lui en faut beaucoup, et donc ça met des heures, en fait. Et au bout d'un moment, si on est arrivé à faire une ou deux photos, on ne fera pas plus, quoi. D'accord. Et donc, comme je vous disais, on va rester avec l'individu pendant plusieurs jours, donc on patiente, en fait, quoi. Et donc, ça permet de prendre le temps, de profiter de la forêt et de se reposer un peu aussi parce que c'est dur quand même physiquement. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et donc, voilà, les orang-outans donc, qui passent leur vie dans les arbres, c'est comme Sabrina en parlait avec les chimpanzés, ils font des nids aussi, en fait, quoi. Et donc, tous les soirs, au crépuscule, ils vont choisir un arbre, ils vont couper les branches de la cime, en fait, les entrelacer entre elles, comme s'ils faisaient un panier, en fait. Tous les soirs, Voilà, vu qu'ils se déplacent à la recherche de nourriture, ils font un nid toujours à des endroits différents, en fait, quoi. Et c'est marrant de les voir faire comme ça, là, ils ont vraiment une dextérité. Et ça aussi, encore, c'est ces espèces de grands singes avec des mains aux pouces préhensibles, comme nous les humains, avec un cerveau assez développé, une intelligence, et ils savent faire ce genre de choses. Ils utilisent aussi des outils, enfin, c'est assez remarquable à voir, quoi. Et puis il se fait sa plateforme douillette et il va passer la nuit là-haut, quoi. Et donc voilà, et l'orang-outan aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un solitaire. Donc contrairement à toutes les autres espèces de grands singes, je refais encore la comparaison avec les chimpanzés, lui, il ne vit pas en groupe. Il vit tout seul, en fait, quoi. Le mâle, il y a des mâles dominants, comme lui, qu'on reconnaît au bajou, en fait. C'est ces proéminences qu'il a sur les côtés. Et lui, il va gérer un petit territoire qui va marquer avec des longs cols, qu'on appelle, en fait. C'est des cris rauques qui vont signaler aux autres mâles potentiels, ici, c'est chez moi. Et ça va aussi signaler sa présence aux femelles, en fait, quoi. Et donc, ils n'ont quasiment pas d'interaction avec les autres, en fait. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut passer le long col que j'ai mis. Ah ouais, ok. Parfait. Et donc ça aussi, ça nous aide à les trouver. Des fois, on marche dans la forêt, puis on entend ce bruit au loin, on fait « Oula, il y a un mâle ». Donc au son, des fois, c'est à 1 kilomètre, quoi. Donc on va mettre 1 heure à arriver là-bas en espérant qu'il n'ait pas bougé.
Et donc voilà, ils ont un mode de vie assez particulier, donc en ce sens qu'ils sont solitaires. Et c'est vrai qu'il y a moins d'histoires de clans et de choses comme ça qu'avec d'autres espèces de grands singes, quoi. Mais voilà, c'est un peu dans la famille des grands singes. Moi, l'orang-outan, je trouve que c'est le sage de la famille, tu sais, qui s'est retiré en ermite dans sa forêt, qui réfléchit, qui pense, qui est en harmonie. Et c'est vraiment ça, quoi. Alors il faut bien qu'ils se retrouvent à un moment ou à un autre pour s'accoupler. Ouais, voilà. Donc, comment ils font? C'est les femelles qui se déplacent, qui vont sur le territoire du mâle? Comment ça se passe? Alors, c'est les femelles qui vont décider. Déjà, il faut qu'elle n'ait pas de bébé. Oui. Parce qu'elle, elle peut élever qu'un bébé à la fois, on en reparlera après. Et du coup, c'est un peu au bon vouloir de la femelle. Ouais, voilà, Et puis après, ils se croisent et si toutes les phéromones, si tout était bien, voilà, ils se reproduisent, ils font un bébé. Et puis, mais le mâle, lui, après, il continue sa vie, en fait, quoi. Et il repart. Le bébé reste avec la femelle pendant combien d'années? J'imagine que ça se compte en années. Pendant 7-8 ans. Oui, c'est ça. Oui. Et là, ça, c'est des photos qui sont intéressantes. J'aime beaucoup celles d'avant. En termes, alors c'est vrai que voilà, quand on voit tous ces orangs-outans, moi en tant que photographe, il y a le côté document, donc reporter un peu leurs faits et gestes, leur comportement, les mettre en avant. Et puis en tant que photographe aussi, j'essaye d'y mettre un peu d'esthétisme, de jouer avec les flous, tout ça. Et celle-là, j'aime beaucoup parce que justement, avec cette feuille-là, elle est très graphique. Et pour la petite histoire aussi, pour faire un point matériel, et c'est là où c'est génial aussi, c'est que celle-là, je l'ai fait avec l'EOS R l'année dernière. Donc je suis en train de passer à l'hybride petit à petit. Parce que tu as eu l'occasion de tester le R6 le R5, ouais, R5. Il y a 2 semaines. Et déjà, donc, moi, j'ai acheté un EOS R et j'ai commencé à travailler avec. Donc. Et c'est fou parce que cette photo-là, je l'ai faite, c'était vraiment en toute fin d'après-midi avant qu'il aille au nid. Alors déjà en forêt tropicale, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et là, c'était vraiment limite le soleil se couchait, donc c'était la pénombre, on va dire, quoi. Et cette photo, je l'ai faite à 12 800 ISO quand même. Donc là, tu es à la tombée de la nuit, tu dis? Quasiment, ouais. Donc la lumière que tu as en fait sur l'image n'est pas tout à fait la lumière que tu vois à l'instant T. Oui, voilà, elle est augmentée un petit peu par la sensibilité ISO, quoi, qui va être beaucoup plus sensible, mais c'est vraiment fou de pouvoir faire une image. Il y a quelques années auparavant, je n'aurais pas pu faire cette image-là. Alors que c'est une super image. En plus, c'était super intéressant parce que je vous disais qu'il ne descend jamais au sol. Là, il est arrivé à 1 mètre du sol et il a pris cette plante qui avait des petites racines, tout ça, il a mangé. Et donc voilà, j'ai pu faire cette photo à main levée avec le 100-400, le EOS R, 12 800 ISO, et puis voilà, quoi. Et ça, c'est génial, surtout pour des photographes de forêt, comme beaucoup d'entre nous, de pouvoir monter comme ça en ISO en gardant une qualité très convenable, quoi. Cette photo, je pourrais l'imprimer en grand pour une expo, hein, honnêtement. C'est une photo brute, elle n'a pas été... Enfin, c'est du RAW oui, c'est en RAW. Après, j'ai fait un petit traitement Lightroom classique, quoi. Mais de toute façon, une photo, à un moment donné, si elle est floue ou qu'elle n'est pas bonne, on aura beau faire tous les traitements, soit ça va se voir, soit ça ne marchera pas, quoi. Donc, bien sûr, on l'améliore un petit peu, mais voilà, quoi. J'étais vraiment... bluffé par ça, quoi. Donc voilà, je tenais à le dire, quoi. Et donc voilà, les orang-outans, ils mangent des feuilles, des fruits et des termites aussi, quoi. Ils vont casser le bois mort comme ça et ils vont aller récolter les termites. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit cet orang-outan là avec cette gueule sympathique, en fait. On voit qu'il se régale, en fait, quoi. Il est là, il se fait son petit festin et c'est sympa, quoi. C'est sa part de protéines. Voilà, c'est part de protéines. Et là, il était relativement proche du sol parce que ça doit aussi être assez compliqué, en fait, en permanence, d'avoir une vraie différence de rapport exact. Pour arriver à avoir le bon angle, effectivement. Alors du coup, il ne faut pas être pile dessous, quoi, en fait. On va se reculer, essayer vu qu'il y a un peu de relief, tu vois, d'essayer de se mettre un peu à niveau, quoi. Ouais. Mais c'est un challenge aussi, là. On a mal au cou à la fin de la journée. Et puis pour les photos, si c'est trop en plongée, ça ne marche pas bien. En contre-plongée... Mais là, par exemple, pour une photo comme celle-ci où tu vois l'orang-outan avec son bébé, tu es à quelle distance et surtout, tu utilises quelle focale, là, par exemple? Là, tu travailles au 400? Là, j'étais vraisemblablement au 100-400 ou au 302.8, pareil, quoi. D'accord. Et donc, comme j'expliquais, c'est ça, c'est qu'en fait, on repère ces animaux qui sont là, et notamment, ils étaient dans le nid. Et du coup, on va chercher quel serait le meilleur placement en fonction de la lumière,
pour arriver un peu à leur niveau. Et là, je vois qu'il y a une petite colline qui part sur la droite. Peut-être que j'arriverai à un niveau. Peut-être que là-bas, il y aura un trou dans la végétation qui me fera faire la photo. Donc du coup, on se dit, bon voilà, il faudrait que j'aille me caler là. On va dire, c'est à 30 mètres. Quoi. 30 mètres, ouais, Mais rien que pour aller là-bas, il faut traverser la rivière, on se fait alpaguer par les lianes, on tombe dans la boue. Enfin, c'est déjà toute une aventure. Et parfois, on arrive là, et soit au final, non, on ne peut pas faire de photos parce qu'il y a trop de végétation, ou soit l'animal est parti, en fait. Quoi. Donc c'est toujours, voilà, il faut aller vite, il faut faire des choix, et voilà, quoi, c'est un challenge. Quoi. Donc pour revenir à la vie des orang-outans, donc en fait c'est les mamans qui sont en charge de l'éducation des petits en fait, et donc ils vont faire, elle fait un petit à la fois, comme beaucoup d'espèces de grands singes, et le petit va rester pendant 7-8 ans avec la maman quoi, ce qui est vraiment longtemps en fait, parce qu'il y a toute une période d'éducation. Comme je disais, l'orang-outan est solitaire, donc il va devoir compter que sur lui-même pour vivre dans la forêt en fait, quoi, pour trouver son alimentation, pour faire ses nids. Pour se déplacer dans les arbres, pour connaître sa forêt. Donc il y a toute cette transmission qui est faite par la mère aux petits. Et ils ont vraiment une relation assez symbiotique en fait. D'ailleurs, il y a quelques images là, je pense, qui... Alors moi, j'ai une petite remarque sur le fil d'actualité. Il y a une personne qui est Nathalie Hannois, oui, qui dit qu'on parle beaucoup du R5 et du R6 parce que ce sont les deux nouveautés Canon, mais que l'EOS R est déjà fantastique en termes de qualité d'image. Et elle a amplement raison parce que l'EOS R n'est pas forcément apprécié de tous les photographes par rapport à la nouvelle ergonomie qui avait été mise en place sur le boîtier, et notamment avec cette barre tactile. Mais pour autant, les images qui en résultent sont excellentes. Et on est déjà sur de l'hybride, avec une mise au point qui se fait sur le capteur. Donc on est déjà dans le monde hybride, avec cette facilité de mise au point, cette facilité avec la colorimétrie Canon qu'on connaît, enfin avec l'ensemble des fonctionnalités. Donc il ne faut pas effectivement oublier l'EOS R parce que déjà c'est un 30 millions de pixels. Donc au niveau de la résolution, il se situe un peu entre les deux, entre le R6 qui fait 20 millions de pixels et le R5 qui en fait 45. Voilà, c'était juste... Non, mais moi je peux qu'en témoigner, parce que ces photos ont été faites à l'EOS R et honnêtement, j'étais bluffé par la qualité de l'image. C'était impressionnant. Et puis en plus, voilà, le côté hybride, assez facile à transporter. Enfin non, moi j'étais vraiment satisfait. Alors oui, il y avait un peu l'ergonomie qu'on avait l'habitude sur les autres boîtiers qui manquait un peu, mais une fois qu'on l'a pris en main, moi j'en suis très satisfait en fait. C'est un très très bon boîtier. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de ton matériel. Là, tu nous disais que tu avais essayé le R5, que tu avais du R. Tu as quoi d'autre comme matériel ? Moi, là, il me reste un 7D Mark II. Ouais, donc un très bon appareil photo à 10 images à la seconde. Ça fait je ne sais pas combien de temps maintenant que j'en ai, parce que c'est mon deuxième, ça fait combien de temps que c'est sorti ? Alors le 7D première génération était sorti en 2009. Ah ouais, voilà, le première génération. Génération, ouais. Donc le deuxième a dû sortir en 2013, ouais, à peu près. Non, j'ai toujours eu un 7D en fait dans tout ça. Puis j'avais 5D Mark IV aussi, que du coup j'ai échangé pour le EOS R en fait. D'accord. Et puis aussi j'avais eu l'occasion de texter les DX aussi, qui étaient chouettes. Et puis là, ouais, vraiment, je vais faire la transition pour l'hybride. Déjà, bon, pour la qualité, tout ce qu'on n'arrête pas d'en parler. Et puis moi, il y a un facteur qui est important aussi, c'est le poids, la transportabilité, la polyvalence. Donc ouais, voilà, petit à petit... Arnaud nous disait hier que sa limite, c'était aux alentours de 19 kilos. Toi, tu estimes à combien ? C'est ça, ouais, à peu près. Bon, vu que je suis en forêt, moi, c'est un peu plus galère, on va dire, dans les 16 kilos, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Mais bon, voilà, on s'y fait. Après, ça fait partie de... C'est notre sport. C'est notre sport. Donc après, voilà, il faut... On continue sur les images ? Donc voilà, cette relation fusionnelle entre la maman et son petit. Et on voit bien là, les ressemblances qu'on peut avoir, tu vois, dans la façon dont elle lui donne de l'attention, dont elle le porte, tout ça. Là, et c'est vraiment ça, à voir, c'est très touchant, quoi, parce que c'est... Ouais, voilà, c'est beaucoup d'émotions en fait, et en plus tout ça se fait dans le silence. Donc c'est bizarre, hein, parce que nous, la parole c'est important aussi pour dire notre amour, tout ça, enfin partager des choses. Qu'eux, il n'y a pas de mots, donc tout se passe dans des gestes d'attention, dans des regards, dans des manières, dans la douceur du geste.
Et vraiment de voir une maman orang-outan et son petit, c'est quelque chose qui touche énormément en fait, quoi. Alors là, le bébé donc, est avec sa maman, mais il va quitter sa maman à quel moment à peu près? Ben donc voilà, au bout de 7-8 ans, quand 7-8 il va ans, quand même. commencer à se débrouiller tout seul, Il Eh aurait ben, été adulte à ce moment-là, ou quasi, à 7-8 ans? pas tout à fait encore, il faudra attendre 10-15 ans quoi, pour que... Mais il sera un peu autonome, il va rester un peu autour de la maman au cas où, mais par contre la maman elle pourra refaire un autre bébé en fait. D'accord. Et donc ouais, je parlais, il n'y a pas de mots, c'est marrant aussi de voir la patience, parce que là par exemple c'était une maman, je l'ai mis en série parce que ça raconte un peu une histoire, qui se reposait au nid, qui était fatiguée, parce que c'est pas de tout repos, hein, mine de rien, la vie des orang-outans. Et ce petit qui voulait jouer, explorer un peu son territoire, et en fait il n'arrêtait pas de sortir du nid, et on voyait la main de la maman qui le prenait, qui le rattrapait, et toutes les 5 minutes c'était comme ça, et après hop, il repartait, et même au bout d'un moment elle s'est levée, elle le récupère, et là encore une fois je me suis dit waouh, quelle patience quoi. Et là encore on voit en petit, mais on voit le regard là qui est tellement touchant, et voilà. Aussi ce qui est important avec ces espèces, pour moi, c'est beaucoup de leçons de vie. C'est marrant, mais je sais pas, ils transmettent des valeurs d'une certaine manière assez simples que peut-être on a perdues, et ça aussi, ça me touche beaucoup quoi, avec les orang-outans en fait, quoi. Ils m'apprennent des choses en fait, sur moi-même, sur ma nature d'humain en fait. Voilà, ce côté sage. À force d'observer et de... Ouais, de voir exactement, comment- ouais, c'est ça. Waouh. Et donc là, on va parler un peu Ouais. des menaces. Donc comme je vous disais, malheureusement, voilà, ils sont en danger d'extinction. C'est bien beau de le dire, mais pourquoi en fait? Et donc il y a plusieurs facteurs qu'on va regarder là par la suite. Je vais essayer de présenter un peu tout ça. Et ça aussi, donc ça fait partie aussi de mon intention de photographe, d'essayer voilà, de montrer toutes les choses. Pas juste de dire les orang-outans, c'est beau, ça nous ressemble, je suis touché. Certes, c'est vrai. Donc ça, c'est une fascination qui va nous donner envie de se dire, mince, j'ai envie de protéger cette espèce. Enfin, et bien après, il faut se poser les questions, pourquoi elles disparaissent, qu'est-ce qu'on peut y faire, et tout ce genre de choses, qu'en fait, je me pose ces questions-là, et quand je vais sur le terrain, j'essaye d'y répondre, en fait. Après, des fois, on n'a pas vraiment la réponse, mais on a des éléments, en fait, quoi. Et donc ça, c'est important aussi, quoi. Et c'est ce que tu vas nous expliquer. Oui, voilà, là, en fait, c'est tout des vidéos. simplement, c'est une photo de forêt tropicale. C'est pour dire que les orang-outans sont liés à leur milieu, qui est la forêt. S'il n'y a plus de forêt tropicale, il n'y a plus d'orang-outans. C'est tout simple, quoi. Et donc, les forêts tropicales, moi, je prends l'orang-outan comme un ambassadeur des forêts tropicales, en fait. Parce que là, on parle de l'orang-outan, mais il y a tellement d'autres espèces qui disparaissent avec lui, si je puis dire, et notamment parce que la forêt disparaît. Et donc, le cheval de bataille, c'est vraiment la forêt. D'ailleurs, on peut voir une petite vidéo comme ça, qui montre un peu ces forêts tropicales humides, qui sont remplies de vie, qui sont essentielles pour la régulation du climat, tout ça. Et ensuite, on va pouvoir voir que la déforestation, les monocultures d'huile de palme, tout ça sont vraiment désastreuses, quoi. Et donc on voit la différence entre ce milieu qui foisonne de vie et ce milieu où en fait plus rien ne vit. Il n'y a plus qu'une espèce. Voilà. Et là, on est purement dans des Végétal. produits de l'huile pour faire des produits de consommation. Et voilà, et on détruit le vivant pour ça, quoi. Donc Et là, au moins, on se rend bien compte, parce que vous voyez, quand on parle d'huile de palme, il faut imaginer des hectares et des hectares, mais un paysage à perte de vue, en fait, quoi. C'est un truc de fou. Ben là, on voit sur la photo, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et là, tu disais que en fait, ces forêts tropicales qui sont détruites sont les forêts qui sont les moins hautes en altitude. Oui, c'est beau. Là-bas, à Sumatra, les forêts tropicales, elles disparaissent vraiment partout sur la planète. Et donc, le premier, c'est l'Amazonie, le Congo, et après, il y a tout ce qui est Indonésie. Et donc, l'Indonésie et la Malaisie sont les plus grands producteurs d'huile de palme au monde. À elles deux, elles produisent 85% de l'huile de palme mondiale. Donc l'huile de palme, pour en parler, donc c'est une plante originaire d'Afrique qui ne pousse que sur les tropiques. Et donc c'est la plante qui fournit l'huile, les oléagineux, le moins cher en fait, qui a le coût de production le moins cher.
Et ça, c'est dû au fait que sa production à l'hectare est beaucoup plus forte que tout le reste. Donc c'est encore un sujet délicat. On peut rester sur l'huile de palme, après on parlera de la forêt. Et c'est encore délicat parce que si on remplaçait l'huile de palme par, je sais pas moi, le colza ou d'autres huiles, ça serait encore plus dommageable parce que ça nécessiterait encore plus de surface. Donc c'est un vrai challenge avec l'huile de palme parce que d'une part, c'est une bénédiction parce qu'elle produit énormément, mais d'autre part... Elle prend moins de place que Elle prend moins de place que d'autres, mais d'un autre côté, on en consomme trop et on en plante trop quoi, à des endroits de clés de voûte pour le vivant en fait, quoi. Et donc c'est un gros souci en fait. Puis en plus ça fait vivre des millions de personnes aussi là-bas, donc c'est important aussi. Donc voilà, il faut arriver à trouver une gestion durable entre tous ces paramètres-là en fait. C'est pour ça que c'est souvent des sujets complexes, mais le fait est que ces cultures intensives en monoculture comme ça, elles ont un impact dramatique sur les forêts parce que on coupe ces forêts, des fois forêts primaires qui ont mis 600, 700 ans à être dans cet état-là, et bien là on casse tout d'un coup de bulldozer ou d'un incendie et on arrive à un point de critique parce que là en Indonésie notamment, je crois qu'il y a plus de 60% de la forêt qui a déjà disparu. Ouais. Et comme tu me posais la question, à Sumatra, il n'y a quasiment plus de forêt de plaine. Forêt tropicale de plaine, ça n'existe plus, c'est que de l'huile de palme. Donc les forêts qui subsistent maintenant, ce sont les forêts qui sont en altitude, qui sont difficiles d'accès, où on ne peut pas planter des arbres en fait. Et donc qui deviennent des bastions, des refuges pour la faune sauvage. Ce qui fait que les orang-outans qui vivaient peut-être à ces altitudes-là sont eux aussi obligés de monter en altitude pour subsister. Ah bah oui, ils sont délocalisés ou tout simplement ils meurent, ils n'ont plus de ressources. Et donc ça, c'est la cause principale de la disparition des orang-outans et de la plupart des espèces sur la planète, c'est qu'on détruit leur habitat naturel. Si on n'a plus de maison, on ne peut plus... Enfin voilà, c'est ça. Hein. Ça, c'est une des menaces ? Voilà, ça c'est une des menaces, donc l'huile de palme comme ça, quoi. On peut passer à l'autre slide. Et donc aussi, pour faire le parallèle, c'est que donc là, c'est important pour moi de parler des forêts en fait, parce que là, on parle les forêts qui disparaissent, ça fait disparaître les orang-outans, certes, mais ça va au-delà de ça en fait. C'est que les forêts, elles ont un rôle tellement primordial pour l'équilibre climatique de la planète. Une forêt, des arbres comme ça, avec le phénomène de photosynthèse, ils vont absorber le CO2, donc c'est des puits de carbone, et ils vont le transformer en lignine, et ça va former le bois en fait. Donc ils nous aident à réguler tout ça, quoi, et c'est un rôle vraiment super important en fait, quoi. Ça, et la photo d'après, on voit un peu les nuages, l'évapotranspiration aussi. Ça va permettre de filtrer l'eau et de relâcher dans les nuages toutes ces particules d'eau. Donc ça va avoir un rôle aussi super important sur les précipitations, sur la pluie, qui vont arroser ensuite les cultures, par exemple. Enfin, et donc la forêt, c'est essentiel pour, tel qu'on connaît la planète aujourd'hui, qu'on l'a connue, en fait, c'est les océans et les forêts tropicales, elles jouent un rôle primordial, quoi. Et en fait, de les détruire, alors certes, les orang-outans vont peut-être disparaître, mais aussi, on va perdre tout ce côté-là. Et donc, toutes les réactions climatiques qu'on commence à voir de nos jours, qui vont s'enchaîner, en fait. Et donc, voilà, c'est pour moi... Enfin, on pourra voler avec des avions électriques s'il n'y a plus de forêt tropicale. Honnêtement, ça ne sert à rien, quoi, parce qu'on vivra dans une planète stérile, quoi, d'une certaine manière. Donc, c'est important de voir où sont les enjeux, en fait, quoi, et de parler de l'énergie, tout ça. Bien évidemment, il faut changer, les énergies fossiles, c'est pas très bien, tout ça. Mais si on met toute notre énergie là-dedans et que d'un autre côté, on détruit toutes les forêts tropicales, ça ne sert à rien. Et alors que... Ce qui est fou, c'est que d'arrêter la déforestation, ça me paraît plus facile que d'inventer une nouvelle énergie propre, en fait. Je veux dire. Donc après, voilà, il faut la volonté, quoi. Et donc, voilà, nos chers cousins en pâtissent malheureusement parce que voilà, ils voient leur environnement disparaître. Et en plus, donc du coup, ça crée une proximité avec les humains qui s'étendent, tu sais, au milieu de la forêt avec leurs plantations, tout ça. Voilà, et donc les orang-outans qui n'ont plus assez d'espace vital, ils vont s'approcher des cultures. Et là, on va le voir au slide d'après, là, c'est assez triste. Donc ça, c'est une radiographie d'un orang-outan. Donc vous voyez, on pourrait croire que c'est un humain. Hein. Tous les plombs...
Voilà, donc ça, c'est des plans, en fait. qui a c'est été ça. braconné, enfin, Donc, ou chassé. qui allait dans le village ou qui gênait la population Voilà, en fait. ou qui est allé dans une plantation d'huile de palme, qui est allé dans un jardin, parce que tout simplement, lui, il n'a plus assez d'espace vital dans sa forêt, il faut qu'il mange tout ça, et ben, il va voir un peu, et ça, c'est une problématique qu'on retrouve avec beaucoup d'animaux, hein, que ce soit les éléphants ou bien d'autres, c'est que les animaux n'ayant plus d'espace vital, ben, ils commencent à interagir avec l'espace des humains, et les humains, ben, ils ne sont pas très conciliants, en fait, quoi. Et donc, ça finit souvent par des coups de carabine, comme ici, des coups de machette. Et donc, ça aussi, c'est un impact pas négligeable sur les populations d'orang-outans, parce que voilà, quoi, il y a ces conflits qui se font, quoi. Sur cette photo, c'est un orang-outan qui a été comme ça, où on lui a tiré dessus. Ça, c'est un l'autre et qui a orang-outan été rescapé, récupéré. voilà, pareil, quoi. Et du coup, alors voilà, moi, je travaille avec ce programme de conservation qui récupère tous ces animaux blessés et qui essaye de leur donner une seconde chance, en fait, quoi. Et heureusement qu'ils sont là, quoi. Et donc, pour continuer dans les menaces, donc il y a les conflits comme ça où ils veulent effaroucher les animaux, si je puis dire, ou qu'ils arrêtent de venir les embêter. Mais aussi à Bornéo, notamment, ouais, il y a aussi la chasse. Ils chassent pour les manger, quoi. Et ça se fait pas. Tu me parlais tout à l'heure, tu sais, des enjeux, tout ça. Et ben, à Sumatra, par exemple, il n'y a pas ça. Parce qu'ils sont beaucoup plus pieux dans leur religion. Donc, eux, manger des La singes, culture, ouais, finalement, ils n'en ont mangent pas. Par contre, à Bornéo, ben, quand ils vont chasser, les gens, s'ils n'ont rien trouvé, mettons, ils voient un orang-outan. C'est pas que c'est une viande de choix, mais c'est de la subsistance. Ils vont aller tuer l'orang-outan. Et ça a quand même un impact aussi sur les populations, quoi. Et enfin, aussi, autre menace qui pèse sur eux, c'est le trafic. Parce que ben voilà, quand on voit un petit orang-outan comme ça, c'est tout mignon, on a envie d'avoir ça à la maison. Et donc il y a beaucoup de gens qui capturent les bébés. Donc malheureusement, pour avoir un bébé, ben, ils sont obligés de tuer la mère, parce que la mère, elle va protéger son bébé bec et ongle, quoi, normal. Et donc ils capturent ces bébés pour les avoir en tant qu'animal de compagnie. Et aussi, il y a des spectacles en Asie. Alors, j'ai pas mis de photos parce que j'y suis pas allé. J'en ai dans mon livre parce que j'ai demandé à un autre photographe. Mais où c'est vraiment des spectacles où on voit des orang-outans qui font la boxe, avec la boxe, là. qui sont, on leur met des robes. Ouais. Enfin, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et donc, ça aussi, c'est une réalité, mine de rien, Il y quoi. a une exposition à Visa, à Visa pour Il me l'image. semble sur bien, ce- mais je me Ouais, rappelle, je me les rappelle animaux, très bien ouais. l'image de cet orang-outan avec des gants de boxe bleus Voilà, de mémoire. exact. Ouais, tout à fait. Et c'est terrible, quoi, de voir, Et donc, qu'on on arrive les- à faire ce genre de choses à ces animaux. Exact. Donc, on les garde en captivité, on leur fait faire toutes sortes de choses, quoi. Là, j'ai quelques remarques. Il y a quelqu'un qui met orang-outan en indonésien signifie homme de la forêt en français. Exact, ouais, je ne l'ai pas dit, mais oui, c'est vrai. Orang, c'est la forêt, et Outan, c'est... Enfin non, c'est l'inverse. c'est Orang, c'est l'homme, et Outan, c'est la forêt, quoi. Et il y a une autre remarque. On te dit professeur de défense de la nature tout autant que photographe. Voilà. Professeur, Donc, je sais pas. quel régal. Les gens sont ravis d'écouter ta conférence. Non, bah après, c'est ça, c'est qu'on se passionne pour un sujet, comme je vous disais, on se pose des questions, on a la chance d'aller sur place, et même des fois, par exemple, là, pour faire le livre, j'ai encore appris énormément, parce qu'on n'a pas envie de dire de bêtises, donc je me suis renseigné, j'ai lu toute la littérature, j'ai appelé des scientifiques, et par exemple, si on revient sur l'huile de palme, j'avais une idée assez fermé sur la chose, il faut boycotter, c'est comme ça, c'est pas bien. Donc d'un certain côté, oui, mais c'est pas si simple en fait, quoi. Et ça, c'est en s'y intéressant, en discutant avec les spécialistes, en allant voir les gens aussi qui ont envie de vivre, quoi. Et donc voilà, c'est important. Et aussi, faut arriver à prendre les points de vue de Voilà, chacun c'est ça. et de vivre ensemble. Et puis, il y a un paramètre qui est super important dans la conservation de la nature, c'est prendre en compte les humains, quoi. C'est que par expérience, on ne peut pas protéger un territoire ou des espèces si on ne protège pas les humains qui vivent à leur côté. Parce que c'est souvent ça, ces gens-là n'ont pas le choix, ils y vont pour la subsistance ou pour d'autres raisons. Et donc, ça ne peut pas marcher. Donc, on va mettre sous cloche, interdire, ça ne marche pas, en fait. Donc, il faut trouver une manière de les intégrer ou une manière de les aider dans leur développement, que ce soit par l'écotourisme, l'artisanat ou des cultures particulières, l'agroforesterie. Il y a plein de solutions. Et quand ces gens-là sont stabilisés, qui ont une vie décente et tout ça,
eux-mêmes deviennent les ambassadeurs, les protecteurs de ces espèces sauvages qu'au final leurs ancêtres vénéraient. Ouais. Donc, et il y a tellement d'histoires dans la conservation de la nature où les protecteurs sont en fait des anciens braconniers parce que ils ont trouvé que de les protéger, ça leur apportait plus que de les tuer, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Il faut rendre honneur à ces gens, raconter leur histoire et essayer de trouver voilà, des solutions, quoi, ouais. Avec eux, quoi. Exact. Et donc, là, c'était... Là, ces images ? Ouais, non, ça, c'est une image. En fait, aussi, ce qui est, c'est pour faire parler, donner des émotions, quoi. Là, voilà, c'est pour exprimer, si tu veux, un certain désarroi, malgré qu'en fait, il soit juste en train de bâiller. Ouais. Parce on arrive à détourner. Mais là, ouais, là, pareil, ce regard poignant, en fait, pour dire que, bon, voilà, la situation est critique, mais moi, je dis qu'il y a encore de l'espoir, en fait. Il y a beaucoup d'associations de jeunes qui se mobilisent en ce moment en Indonésie, justement grâce un peu à la nouvelle technologie, les réseaux sociaux. Et c'est beau de voir qu'il ouais, y a plein de jeunes qui prennent un peu ces sujets à cœur et qui veulent changer les choses dans leur pays. Et ça, c'est très encourageant parce que c'est la nouvelle génération, donc c'est le futur. Je trouve qu'il y a une prise de conscience aussi globale au niveau de la consommation de tout un chacun. On évolue énormément là-dedans. On essaye de manger bio, de ne pas trop utiliser l'huile de palme aussi. Et toutes ces actions mises bout à bout, elles ont des impacts en fait, quoi. Donc c'est super important et il faut garder l'espoir. Et je pense qu'il y en a. En plus, l'orang-outan, c'est une espèce très résiliente malgré tout. Ça veut dire qu'en fait, il s'adapte. Et même dans des forêts secondaires ou une plantation d'huile de palme, si on arrête on la coupe, mettons, même pas sans replanter des arbres, les arbres vont revenir tout seuls. Ouais. Vu qu'on est en milieu tropical, il y a beaucoup de pluie, donc ça va pousser vite. Et en 20 ans, les orang-outans sont revenus. Ouais. Donc il faut laisser faire la nature, en fait. Il faut lui donner une chance. Il faut... Voilà, et il faut garder des réserves, parce que là, justement, on a tellement tapé dans les réserves qu'il n'y en a plus trop, quoi. Donc c'est intéressant ce que tu dis aussi sur la prise de conscience plus locale, parce que d'aller porter le message à Montier, en Europe, oui, forcément, c'est des sujets qui nous touchent particulièrement, je pense, encore plus en ce moment. Mais c'est vrai que les solutions, elles doivent aussi vraiment être trouvées avec les pays concernés et que s'il y a une jeune génération qui prend ces sujets, on se dit qu'il y a aussi un vrai espoir de ce côté-là. Ça se traduit un peu dans cette image où on voit cet orang-outan tendre sa main. On a l'impression qu'il nous invite à venir avec lui. Il faut qu'on leur donne une chance, quoi. Il faut qu'on apprenne à cohabiter. Enfin, eux là-bas, sur place, dans certains facteurs. Et puis, pour rebondir à ce que tu disais, c'est aussi que c'est un sujet qui touche tout le monde, en fait. Ils disparaissent pas à cause des gens là-bas, ils disparaissent autant à cause de nous, parce que nous, on consomme ce produit-là qui est issu de la déforestation. Donc, on a un rôle à jouer là-dedans, quoi. Et après, bon, j'aime pas trop me lancer sur ce terrain-là, mais excusez-moi, mais la politique, c'est important. C'est-à-dire que, bon, on a beau faire toutes nos petites actions, si notre gouvernement, demain, il dit à Total, vas-y, on importe 300 millions de litres d'huile de palme, à un moment donné, ça marche pas, quoi. Oui. T'auras beau pas manger du Nutella ou quoi, ça sert à rien. Parce qu'avec sa décision à lui, ou à eux, ça va avoir des conséquences dramatiques là-bas. Donc, il faut aussi qu'on se réinvestisse dans la politique, quoi. Et sans parler des sujets d'actualité, mais dans tout, en fait, c'est important. Et notamment pour la nature, quoi. Parce que voilà, il y a des décisions qui sont prises à grande échelle et qui sont importantes, qui sont très importantes et qui auront des conséquences sur notre avenir, quoi, sur le futur de la planète et pas le nôtre, quoi. Le monde est en train de changer, donc il faut être très vigilant par rapport à ça, quoi. Et donc voilà, ouais, de ces océans de verdure là qui sont l'espoir un peu encore. C'est ça, il y a encore beaucoup de forêts, enfin il y a encore, mais pour combien de temps encore, quoi. C'est la question, c'est que tout est exponentiel maintenant. Quand on voit là les 2 dernières années entre l'Amazonie qui a flambé, l'Australie et là-bas en Indonésie, la dernière fois j'y étais encore, pendant 2 semaines j'étais dans la fumée, hein. Et je demande au local, je fais mais ça fait longtemps que ça dure, il fait ouais mais ça fait 3 mois, c'est normal.
Donc ça devient la normalité en fait après si tu veux. Mais quand il n'y aura plus de forêt, il n'y aura plus de forêt quoi. Et vu qu'il n'y aura plus de forêt, il y aura moins d'eau. Du coup la forêt elle ne pourra pas repousser. Et en fait c'est un cercle vicieux. Et c'est là où où les gens en parlent, même au niveau des glaciers, tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a le point de non-retour. Et donc on n'a pas envie d'aller là-bas quoi. Là, il y a une remarque, c'est l'homme est le seul animal qui coupe la branche sur laquelle il est assis. Ouais, c'est affligeant. C'est ça. Mais c'est vrai quoi. Non, après voilà, je ne vais pas faire un procès d'intention. C'est juste que c'est des choses qui, mine de rien, qu'il faut dire parce que elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, dans nos actions, il faut aller de l'avant, il faut avoir de l'espoir, de l'enthousiasme. Et j'espère justement qu'en montrant des images comme ça, il faut qu'on s'inspire mutuellement en fait, quoi, et donc il y a beaucoup de choses à faire encore, quoi. Et puis il faut aller voir ces forêts, il faut soutenir aussi ces gens. Parce qu'aussi, voilà, pour revenir aux orang-outans, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. En protégeant l'orang-outan, on va protéger son écosystème, et en protégeant son écosystème, on va protéger le Thomas Leaf Monkeys, qui est un singe endémique de là-bas. On va protéger, je ne sais pas ce que j'ai mis après, une grenouille. Et donc, on va protéger toute la biodiversité qui en découle, quoi. Et en ce sens-là, c'est pour ça que l'orang-outan, en plus de nous toucher par sa proximité, tout ça, c'est vraiment un ambassadeur très important parce que, justement, en le protégeant, lui qui est un peu en haut de la chaîne, on va dire, de ces forêts-là, eh bien, on va protéger l'ensemble, en fait, quoi. Et donc ça, c'est important, quoi. Et donc ça, c'est vrai, des forêts magnifiques. Et ouais, donc après, il y a encore de l'espoir aussi parce que là, c'est des petits orang-outans qui ont été confisqués dans des familles ou dans des spectacles. En fait, ils sont confiés à l'association. Et là, il y a un programme de réhabilitation. Donc on va leur donner une seconde chance. On va essayer de leur réapprendre la vie dans la forêt parce qu'ils ont une part de l'éducation qui a été manquée avec leur mère. Et donc tous les jours, on les amène à l'école de la forêt, comme on dit. Et ils sont là, ils s'amusent, ils jouent, ils grimpent aux arbres, on leur cache de la nourriture, ils apprennent à faire leur nid. Et tels des enfants, en observant les autres, en faisant des mimiques, tout ça, petit à petit, ils vont développer les capacités. Et au bout d'un certain temps... Ils peuvent être introduits, c'est une espèce qui peut... Je sais qu'avec les éléphants, ça peut fonctionner, mais comme ils vivent seuls, ils peuvent être introduits dans la nature comme exactement. Et là, on voit justement, il est au sol. Ben oui, parce que là, c'est des petits jeunes qui apprennent tout ça. Et là-bas, il n'y a pas de danger, là, dans le centre. Mais c'est vrai que... Mais moi, j'étais étonné aussi comment leur réapprendre. Et au final, ça marche, puisqu'ils en ont relâché 300, 400... Et il y en a même, on verra après, qui se reproduisent, ça marche, quoi. Alors, comme le disait Sabrina justement hier, c'est que vous évoluez masqué, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on était en avance sur la mode. Parce qu'ils sont tellement proches de nous qu'on peut leur transmettre des maladies. Et là, j'ai le masque, mais avant d'aller là-bas, j'ai fait radio des poumons, j'ai fait des tests sanguins, tout ça, pour être sûr que je ne vais pas leur transmettre. Tout ce qui est pulmonaire est très, très risqué pour eux, c'est ça ? Ouais, exactement, ouais. Donc là, pareil, avec le Covid et tout, là, il ne faudrait pas que ça leur arrive. Hein. Donc là, tu travailles avec deux appareils, un au grand angle et puis un autre avec une... Là, j'avais un 70-200, il me semble. Ouais. D'accord. Et voilà, ça va vite, en fait, quoi. Donc on essaye de... switcher. Donc, et puis là, en plus, c'est pendant 1 heure, je crois. Et donc, c'est des moments privilégiés. Il se passe plein de choses, on a envie de faire plein d'images. Donc on a les 2 boîtiers, on court partout, il fait 30 degrés, c'est la jungle, tu transpires comme un âne. Enfin, c'est épique, quoi. Au bout d'1 heure, t'es lessivé, quoi. Mais bon, ça permet de faire des images intéressantes, quoi. Et donc voilà, ça pour te dire un peu le succès. Là, la mère qu'on voit, Marconi, elle est passée au centre de quarantaine, elle avait été blessée, tout ça, elle a failli mourir. Et ils l'ont relâchée dans une forêt du nord de Sumatra. Et au bout de 2-3 ans, après, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus vu, quoi. Il croyait qu'elle avait disparu, en fait, ou qu'elle était allée très loin dans la forêt. Et au bout de 3 ans, elle est revenue pas très loin du camp qui les surveille, malgré tout. Enfin, il y a un camp par là-bas. Et elle avait un petit bébé, en fait, quoi. Et ça, c'était une super nouvelle, parce que elle a repris le cours de sa vie sauvage, elle s'est reproduite. Et là, moi qui ai passé 2 jours avec eux, c'est une mère super attentive, tout ça, le bébé se porte super bien et donc c'est parti pour une nouvelle génération. Donc ça donne de l'espoir en fait, quoi. C'est Massène, le bébé de l'espoir, comme je l'appelle, quoi. Voilà.
qui est magnifique. Et donc voilà, ça c'est un aspect super important, donc c'est la réhabilitation. Mais après, je vais quand même nuancer, peut-être finir là-dessus par rapport à la conservation des orang-outans, c'est que tout ce côté-là avec les orphelins, les centres de quarantaine, ça marche, mais ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, et ça capte aussi tout cet argent et cette énergie de gentils donateurs, tout ça. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier la protection des forêts et des orang-outans sauvages. Si tu veux, ça fait un peu de l'ombre à l'autre aspect qui est super important aussi, quoi. Et c'est plus facile de donner de l'argent pour sauver un petit orphelin avec des photos, surtout comme j'ai mis là, qui nous touchent, que d'aller sauver un orang-outan qu'on ne connaît pas dans une forêt lointaine, en fait, si tu veux. Mais pour le long terme, il vaut mieux sauver les orang-outans, sauver les forêts, quoi, pour qu'il n'y ait pas d'orphelins, justement. Tu vois. Donc voilà. Eh ben, c'est ça le petit orphelin. Ouais, c'est le message d'espoir en fait. Ben oui, il faut avoir de l'espoir. Et puis, comme je vous dis, ils nous apprennent, quoi. Il faut s'inspirer de ces animaux aussi. C'est pas pour rien qu'ils vivent depuis des millions d'années en harmonie avec la nature. Il y a une force quand même là-dedans. Il y a quelque chose, quoi. C'est la vie, en fait, comme elle devrait être. Et il faut que nous, on s'inspire de ces espèces-là dans nos valeurs. Et en même temps, qu'on fasse tout pour éviter qu'ils disparaissent, quoi. Parce que ça serait une grande perte, quand même, quoi. Et voilà, et encore une fois, si jamais vous voulez aller plus loin... Donc, effectivement, il y a le livre Pongo que Maxime a sorti cette année. Donc, il est tout récent. Hein. Il est sorti des imprimeries, je crois, le mois dernier, c'est cela ? Ouais, il y a un mois et demi. Ouais. Donc, c'est un ouvrage spécifique sur les orang-outans. Donc, n'hésitez pas à l'acquérir. Je ne sais pas où on peut l'acquérir actuellement, parce que tout est fermé. Sur mon site internet. Sur ton site internet ? Ouais. D'accord. La commande, c'est facile. Et donc, l'année 2020 aura été une excellente année pour toi, malgré le confinement. 2019 avec le prix de Montier-en-Der. Et Claire-Anne... 2020, on est entre nous. on peut le dire en avant-première. Et on est très heureux de travailler depuis un moment avec Maxime. Et on est d'autant plus heureux on va dire un petit secret en avant-première. Maxime va être ambassadeur Canon. La nouvelle viendra dans les prochaines semaines, mais on ne pouvait pas ne pas profiter de ce festival digital avec Montier, avec la présence de Maxime parmi nous. On ne pouvait pas ne pas le partager avec nous. Donc on est très heureux et bravo Maxime pour ça. Merci. Moi, c'était vraiment, quand j'ai appris ça, c'était comme un rêve, quoi. Parce qu'on fait un métier passionnant, mais qui nous passionne, qui passionne les gens. Et c'est vrai que d'avoir des partenaires comme vous, moi, un 402.8 comme ça me fait toujours rêver, en fait, quoi. Et en plus de ça, c'est un outil pour bien faire mon travail, quoi. Et d'avoir cette collaboration, cette reconnaissance là, de Canon et de pouvoir aller plus loin dans ce partenariat, ça va au-delà de toutes mes espérances, en fait, quoi. Et ça me donne la responsabilité maintenant de faire encore mieux, ou tout du moins aussi bien, de continuer là-dedans et de me dépasser, en fait, quoi, pour être à la hauteur, quoi. Pour les animaux, pour tout le monde, quoi. On est ravis de pouvoir participer à ce que tu puisses aussi raconter ces histoires si importantes. Et on aura du coup l'occasion de te voir bien plus fréquemment encore que maintenant. Non, c'est vraiment chouette, quoi. Bien, on va vous remercier. On arrive un peu à la fin du live. On va te remercier aussi, Maxime, parce que c'est toujours extrêmement intéressant de découvrir ces espèces et puis voir un peu tout l'impact que cela peut avoir sur la nature, enfin l'impact de l'homme. Donc, merci à toi. Merci. Et si je peux me permettre, moi, ça fait 3 jours que je regarde toutes les conférences de la maison et je trouvais ça génial, quoi. Bon, déjà, par la qualité des intervenants qui sont tout aussi passionnants. Et puis même la qualité technique, là, comme vous avez monté ça, là, de la manière dont c'est filmé, c'est vraiment, je trouve, un format super, quoi. On est à la maison comme ça et puis on s'évade. J'ai adoré, quoi. Effectivement, on a toute une équipe en fait, qui tourne ces différents lives. On a eu énormément de commentaires élogieux justement sur la qualité des images. Donc on les remercie par la même occasion. Ils sont derrière. Voilà, on leur fait un petit coucou.
On te remercie encore. On va vous laisser parce que je pense qu'il est l'heure d'aller peut-être déjeuner. Vous aurez cet après-midi donc 2 autres lives, le live de Sabine Berner et de Christine Denigo à 15h. Et ce soir, pour terminer sur notre série de live, ce sera Mathieu Ricard à 17h. Par contre, on sera en duplex. Mathieu sera en Dordogne, chez lui. Mais on aura toute la faculté, avec la technologie que l'on nous offre, de pouvoir discuter et de faire une conférence avec lui. Voilà. Je vous remercie. Merci Clérane pour cette annonce également. Merci à Maxime. Merci Maxime. Nous sommes heureux de t'avoir comme nouvel ambassadeur. Et je vous dis donc à 15h. Voilà. Bon appétit à tous. Au revoir.